Oui, l'objectif d'inflation à 2% sera atteint cette année aux États-Unis. Démonstration fondamentale et analyse technique des indices boursiers américains, notamment le décompte héliotiste de long terme sur le S&P 500, et naturellement mise à jour de l'analyse technique sur les indices boursiers chinois, en rebond depuis les supports majeurs, et les indices boursiers européens. Alors chers amis, je suis archi ravi de vous retrouver ce lundi 12 février. On va faire quelque chose de costaud. Oui, c'est ma conviction, vous le lisez noir sur blanc. D'ailleurs, les vidéos sont publiques, vous pouvez les retrouver, parfois je dis des bêtises, parfois j'ai raison, mais j'ai une conviction forte. Alors que tout le monde s'excite, la vigueur de l'économie américaine, le risque inflationniste. Moi je dis, je n'ai aucun doute, notez bien, je n'ai aucun doute que l'inflation aux États-Unis sera à 2%. Aucun doute. D'ici le mois de décembre. Alors oui, sauf signe noir, je vais les mentionner. On ne peut pas mentionner d'ailleurs un signe noir. Un signe noir, c'est un risque qu'on ne peut pas lister à l'avance. Par contre, nous pouvons lister à l'avance des faits exceptionnels. C'est ma conviction. D'ailleurs, quand bien même l'économie américaine est résiliente, tous les indicateurs avancés d'inflation nous annoncent qu'elle est déjà sous 2. D'ailleurs, selon le PPI, elle est sous 2. Selon Trueflation, on est à 1,30. Ben oui. Donc, oui, la cible d'inflation sera faite. Et ce n'est pas de l'arrogance ou de l'ego. C'est juste une démonstration que je vais vous proposer. Bien sûr que j'y mettrai nuance et gestion du risque comme d'habitude. Donc, on va faire tout ça. On commence par contre par la partie technique pour changer, car je veux vraiment prendre du recul sur le S&P 500. Qui a dépassé les 5000 points, voilà, tout le monde, alors, il y a le camp de, c'est la bulle, ça va s'effondrer, il y a le camp de, on va à 10 000, il y a tous les camps possibles. Factuellement, le cycle héliotiste est bien respecté. Mais on va reprendre, cette fois-ci, le cycle de long terme. Et voilà, donc écoutez, trêve de blabla, on passe directement au vif du sujet. Donc le plan est ici. Il s'affiche sous vos yeux avec cette jolie statue de la Liberty. Voilà, que j'ai visité d'ailleurs quand je suis allé à New York, je suis allé 4 fois. Première fois que j'y suis allé, c'était en 96, il y avait encore les Twin Towers. Donc, mais ça n'a rien d'impressionnant en fait. Le plan est ici, S&P 500 et taux américain à 10 ans, les hypothèses fractales. Économie des États-Unis, est-ce une résilience en trompe-l'œil? Alors, c'est une résilience, mais il y a, comme d'habitude, des micro-signaux d'alerte, mais microscopiques sur le marché du travail, mais il y a une résilience. Maintenant, moi, ici, je ne traite pas ce sujet-là. Je traite, y a-t-il un risque inflationniste dû à cette résilience? Et derrière, toutes les conséquences sur la Fed. Bon. Le timing du peuple, la désinflation, ma démonstration, les indices européens et chinois, le point technique. Et donc, c'est parti, les amis. Nous attaquons directement par la première partie. S&P 500 et taux américain, disons, mes hypothèses fractales. Et alors là, j'ai voulu reprendre la vue de long terme. Oui, on va se taper tout le machin depuis 2008. Oh, c'est le décompte très large, hein, d'accord. Mais c'est pour vous rappeler cette alternance entre les 5 temps de hausse et les 3 temps correctifs. Et donc, que se passe-t-il depuis 2020 Dans quel type de structure sommes-nous? Le fait d'avoir fait ces nouveaux records historiques, est-ce une nouvelle vague impulsive? Est-ce un flat? Un expanded flat? Un running flat? En tout cas, ce n'est pas un flat régulier. Bon, ça fait beaucoup de termes techniques liés aux vagues d'Elliott. Je vous propose de passer directement sur les charts. Et donc voilà. Alors déjà, je vais vous rappeler une première chose. Le cycle fractal classique, d'accord? Pour ceux qui pratiquent l'analyse technique. 5 temps de hausse, 3 temps correctifs. Ces 3 temps correctifs peuvent prendre l'apparence soit d'un zigzag, soit d'un flat. Ça, c'est la base. Ok, très bien. Alors maintenant, passons sur la vue long terme du S&P 500. Très grossièrement, depuis 2009 et la crise financière, le marché a proposé ici un 5 temps classique. Notez ici que nous avions ici un running flat. En fait, un marché, c'est 5 temps impulsifs, puis 3 temps correctifs. 3 temps correctifs, c'est soit un flat, soit un zigzag. Sachant que le flat peut avoir des formes variées. Cela peut être un flat régulier, là nous allons écarter cette hypothèse, cela peut être un expanded flat, et cela peut être un running flat. Alors, pourquoi? Donc 5 temps de hausse ici assez net. Ici, nous avions eu avec le Covid un expanded flat. Je viens de vous montrer les formes. Il est vraiment parfait, cet expanded flat. Nous avons eu à nouveau 5 temps de hausse et nous sommes arrivés en vague 5 ici
en 2021, fin 2021, la bulle spéculative du Covid, et depuis, nous avons donc une structure. Alors il y a deux hypothèses. Pour certains, la correction en ABC a été faite en 2022. Ok. Et nous serions partis pour un méga truc impulsif, to the moon, 10 000 points, faut pas déconner. Pour d'autres, et moi j'en fais plutôt partie, nous serions dans une structure en flats. A, B, C, A, B, C. Mais me direz-vous, mais non, Vincent, tu dis des bêtises. A, B, C, on ne dépasse pas le sommet de la A, mais je viens de vous montrer qu'il existe des variantes. L'expanded flat et le running flat. Donc nous serions dans une structure potentielle en running flat ou en expanded flat, ce qui rappelle d'ailleurs la structure à l'époque ici. Et donc, cette fameuse vague B, qui va donc chercher un peu plus haut que la vague A, en général, représente une extension de la vague A de 1,23,6 ou 1,38,2. Ce qui, pour ceux qui cherchent des objectifs de cours, donnerait quelque chose entre 5100 et 5300. Mais ça peut être avant, ça peut s'arrêter maintenant, voilà. Donc voilà. Donc, moi j'ai plutôt le sentiment qu'on va bientôt se taper une vague C. Comme ça. Je ne sais pas quand, mais on va bientôt s'en manger une. Maintenant voilà. En termes d'extension, ça peut aller encore chercher plus haut. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de divergence ici en données mensuelles. C'est un graphique en données mensuelles, d'accord? C'est vraiment la vue long terme, l'intraday ici. Et même ce qui se passe cette semaine, je m'en cogne. C'est la vue de long terme. Voilà, maintenant, pour ce qui se passe à court terme, le début de la correction sera indiqué par une bougie de fin de hausse. Vous prenez la tendance haussière depuis octobre 2022, systématiquement, on a fini par avoir une structure en avalement baissier, et c'était le point de départ d'une correction. Bientôt, vous en aurez une, et ce sera le point de départ de la correction. Tant que ce n'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc ça, c'est pour la vue long terme du S&P 500. Maintenant, ça me paraissait important d'appliquer, de faire la même chose sur le 10 ans américain, car vous savez que moi, je surveille, j'attends, et je sais que ça finira par arriver, une cassure technique baissière sur les taux obligataires, notamment lorsque le nuage finira par casser. Notez que c'est un bon indicateur, car le rebond là des taux, c'est le nuage, bien sûr c'est les fondamentaux, mais techniquement parlant c'est le nuage. Et donc moi j'ai une hypothèse technique, nous avons eu les 5 temps de hausse depuis la fin des taux zéro et l'envolée des taux en 5 temps, nous serions dans une correction en ABC, et donc pour moi là le rebond des taux ce n'est qu'une vague B. Et en général, une vague B dans une correction en zigzag, on peut retracer entre 50 et jusqu'à 61,8 de la vague A, pour avoir ici ce type de correction en zigzag. Et donc moi mon sentiment c'est quoi là, le grand max on fait 4,30, 4,50 et ensuite on s'en mange une vague C et on ira à 3,25. Ça c'est mon scénario, voilà. Je viens de vous donner mes scénarios pour l'année, d'accord? Ensuite, eh bien à mesure qu'on fait les Top Gun, ici j'actualise tout ça. Voilà, ça c'était donc la première partie. Maintenant, on va rentrer quand même dans le thème de la vidéo. Oui, je vais vous démontrer que cette vigueur de l'économie américaine, qui est une réalité. Premièrement, je vous rappelle que je vais vous démontrer que c'est une réalité. Je vous montre quand même qu'il ne faut pas non plus exagérer et que il faut savoir lire entre les lignes ou un peu creuser le sujet. Par exemple, le taux de chômage américain, oui, il est très bas, mais c'est le taux de chômage dit U3 classique. Maintenant, lorsqu'on y intègre les travailleurs à temps partiel, les travailleurs pauvres, etc., en fait, ça ne fait que de monter. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, il faut voir la largeur du marché du travail. Et ensuite, par contre, la vraie démonstration, c'est que ce n'est pas inflationniste. Et là, c'est pour ça que moi, j'ai cette conviction. Après, on fera le point en fin d'année, encore une fois. Moi, je vous dis que l'inflation sera à 2% d'ici décembre. Bon, pour d'autres, d'autres pensent qu'on sera à 3 ou 4. Voilà, chacun avance ses arguments. Et ensuite, l'action des prix, le marché, l'actualité confirme ou pas. Et puis surtout, il ne faut pas s'accrocher à une idée. Moi, factuellement, j'observe que les indicateurs avancés d'inflation restent baissiers, malgré la vigueur de l'économie américaine. Alors, cette vigueur de l'économie américaine, doit-on la remettre en cause? Voilà ce que j'en dis. Alors, rappel des faits réels de la résilience de l'économie des États-Unis en 2023 et en ce début 2024. Le marché du travail américain n'est pas si solide que cela lorsque l'on regarde, lorsqu'on prend du recul, lorsqu'on regarde la big picture. Alors officiellement, vous avez tous lu, et c'est tous vu, et c'est vrai, que le taux de chômage américain reste tout en bas. D'ailleurs, dans le dernier rapport NFP, il est à 3,7, le nombre de chômeurs rebaisse aux États-Unis, voilà le taux de chômage officiel. Impeccable, tout va bien. Maintenant, lorsque on élargit le taux de chômage américain à ce qu'on appelle le U3 à U6, c'est-à-dire
tous ceux qui sont mal employés, marginalement employés, les travailleurs découragés qui ont arrêté de chercher du boulot, les travailleurs pauvres, en fait, le taux de chômage ne cesse de monter depuis un an, de 6,6% à 3,2%. Et ça a quand même une autre tête que ce taux de chômage officiel qui exclut en fait une grande partie de la réalité. Qui exclut une grande partie de la réalité. Ça, c'est la première chose. La consommation des ménages, oui, il y a en effet un rebond des ventes au détail aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu vous montrer à plusieurs reprises et que je vous remontre ici. Le rebond du taux de croissance annuel des ventes au détail aux États-Unis sur 0, impeccable, il n'y a rien à dire. Sauf que lorsque l'on regarde les choses plus en détail, notamment à l'aide du Visa Momentum Index, c'est-à-dire que Visa, ils éditent des cartes de crédit et donc ils voient concrètement ce que dépensent les consommateurs. Ils ont créé leur indicateur basé sur les dépenses réelles des consommateurs via les cartes de crédit. C'est le Visa Momentum Index. Lui, tant qu'il est sous 100, c'est la contraction. Ça fait 9 mois consécutifs qu'il est sous 100. Alors oui, il a rebondi un peu à court terme. Je vous l'accorde, il a rebondi un peu à court terme. Le voici, ce fameux Visa Momentum Index. Et lorsqu'on regarde les derniers chiffres, nous sommes sous 100 depuis février 2023, mais il est vrai que récemment, le marché est passé de 94 à 97. Alors on verra. On verra. Mais pour l'instant, voilà. Mais effectivement, la consommation des ménages reste résiliente aux États-Unis. C'est ce que disent toutes les enquêtes. C'est ce que disent toutes les enquêtes PMI. C'est à la différence de l'Europe, le consommateur américain, ben, il adore se gaver de glace, de burgers. Bon, j'exagère, mais voilà. Il consomme. Il va chercher, il fait les fonds de tiroir, il va chercher au fin fond de son épargne, il continue de faire des crédits à la consommation. Et il aime ça, le consommateur américain. Mais c'est même pas de l'ironie, hein, là, c'est vraiment la réalité. On est sur le moteur de l'économie américaine et qui ne s'est pas tassé malgré la hausse des taux d'intérêt. Et c'est ça qui a surpris beaucoup de monde. Alors on va regarder pourquoi. Alors, pourquoi le niveau actuel des taux d'intérêt n'a pas eu un impact récessif sur l'économie américaine? En fait, c'est la question de la maturité qui est centrale. La maturité, c'est la durée totale d'un crédit, hein, pendant laquelle l'emprunteur est tenu de rembourser le prêt. Et en fait, ce qu'on a observé aux États-Unis, c'est que non seulement la plupart des agents économiques, notamment des consommateurs, tournent encore sur des lignes de crédit à la consommation qui ont été souscrites avant l'envolée des taux d'intérêt. D'autre part, la grande majorité de ces crédits à la consommation, plus de 70%, sont à taux fixe. Et oui, donc rien à faire de la hausse des taux d'intérêt du marché, puisque c'est à taux fixe. Et donc, c'est ce qui explique cette résilience. Maintenant, nous savons aussi qu'en 2024, la question de la maturité arrive. C'est-à-dire que là, oui, une grande partie de ces crédits arrive à échéance. Et donc, les nouveaux crédits se feront aux conditions nouvelles des taux d'intérêt. Donc, combien de temps va tenir le consommateur américain? Surtout si la Fed, avec la vigueur de l'économie américaine, a priori, n'a pas l'intention de pivoter tout de suite. En tout cas, pas en mars. Donc ça, c'est vraiment une question centrale, cet enjeu de la maturité. La résilience de l'économie américaine pourrait donc être provisoire, car cette année 2024 voit une grande quantité de crédits arriver à maturité. D'autre part, la résilience de l'économie américaine va reporter dans le temps le pivot de la Fed, va donc maintenir des conditions monétaires réelles archi-restrictives, et là, je vous remontre le taux d'intérêt réel de la Fed qui ne cesse de monter, qui est au-dessus de zéro. Pourquoi? Parce que l'inflation baisse alors que le taux nominal de la Fed ne baisse pas et que les taux réels, c'est le taux nominal moins l'inflation. Donc, à un moment ou à un autre, ça, et avec les crédits qui arrivent à maturité, ce sont des conditions monétaires archi-restrictives. Ça va finir par contraindre cette consommation des ménages. Bon. Mais il y a tout de même donc la réalité de la vigueur de l'économie aux États-Unis. Ok, très bien. Maintenant, le sujet de la vidéo. L'objectif de désinflation à 2% sera atteint d'ici le mois de décembre 2024. Cela ne fait aucun doute. Alors, encore une fois, attention. Cela ne fait aucun doute selon moi. Voilà. Et encore une fois, je ne fais pas partie des gens, des analystes qui disent j'ai tout le temps raison, machin, ce qui est absolument faux. J'ai pas tout le temps raison, j'ai même souvent tort. Mais par contre, je construis une argumentation et naturellement, si les composantes de cette argumentation sont remises en cause, je le dirai. Mais au stade actuel, j'ai ici une démonstration à vous proposer et à vous montrer que la plupart des indicateurs avancés d'inflation continuent de dire qu'elle est baissière, malgré la vigueur de l'économie américaine. C'est donc peut-être un risque que prend la Fed. La Fed pourrait jouer avec le feu, en voulant maintenir des conditions monétaires restrictives trop longtemps, alors que l'inflation continue de baisser, elle risque à un moment ou à un autre de vraiment casser la croissance. Alors que c'est pas son objectif. Son objectif, c'est de casser l'inflation, c'est pas de casser la croissance.
Donc, il y a vraiment ce dilemme qui reste quand même cornélien pour la Fed. Alors, déjà, commençons par le commencement. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on regarde? Alors, la Fed, elle regarde le PCE, le CPI, le PPI. Surtout le PCE. Pour des raisons de composition que je vous ai rappelées ici. Le problème du CPI, c'est qu'il y a 40% d'immobilier. Il ne faut pas déconner. Ce qui est bien avec le PCE, c'est qu'il y a les services. Et comme nous sommes dans une économie de services, ils sont beaucoup plus pondérés dans le PCE. Alors déjà, on n'est pas très loin. Le PCE nominal est à 2,6. Le PCE sous-jacent est à 2,9. La Fed, elle regarde celui-ci. Voilà, ça, c'est ça. Regardez bien ça. C'est ça que regarde la Fed. Ce que j'ai mis ici en haut à droite, le 2,9. C'est ce qu'elle regarde. C'est son paramètre majeur. Le CPI est encore en zone rouge, mais pourquoi j'en parle de cette inflation? Parce que l'inflation US est mise à jour ce mardi. Oui, l'inflation US selon le CPI est mise à jour ce mardi et que les indicateurs avancés nous disent qu'elle va baisser. Elle est actuellement à 3,4. Les indicateurs avancés annoncent 2,9 ou 3. Donc c'est quand même une vraie chute, malgré la vigueur de l'économie américaine. Mais ce n'est pas encore 2. Le PPI est déjà sous 2. Or, historiquement, le PPI, ce sont les prix à la production, les prix sortis d'usine. Ils sont toujours en avance sur les prix à la consommation. Donc déjà, ça, dans les faits réels, sans parler des indicateurs avancés, il y a quand même une bonne partie du chemin qui est parcouru. Le PPI permettrait de pivoter. Mais comme la Fed regarde d'abord le PCE, elle ne pivote pas. Alors, je souhaite vous démontrer que l'objectif d'inflation à 2%, même s'il est décalé dans le temps, du fait de la résilience de l'économie américaine, je pense qu'il sera tout de même atteint d'ici Noël prochain. Faisons tout d'abord un état des lieux factuel des mesures de l'inflation avec le PPI, le CPI et le PCE. Je vous rappelle que c'est l'indice des prix PCE qui est le favori de la Fed, en particulier dans sa version sous-jacente. Et donc je vous remontre ici à quoi ça ressemble, le PCE. Dans sa version sous-jacente, c'est la ligne bleue, ce sont des belles tendances baissières, 2,9 et 2,6, donc le niveau des deux n'est pas loin. Alors, regardons du côté des indicateurs avancés. Pour les indicateurs avancés, moi j'utilise l'algorithme Inflation Nowcasting de la Fed de Cleveland et Trueflation. Et alors là, accrochez votre ceinture. Regardez Trueflation. 1,37. Trueflation est toujours dans l'anticipation de l'inflation et a toujours raison. Toujours. 1,37. Basta l'inflation. Inflation alimentaire négative. Même l'inflation des services, on va regarder dans les détails, commence à décrocher. 1,37, guys, c'est fini. C'est fini. Enfin, fini. Ça, donc, c'est quand même quelque chose de majeur. Maintenant, regardons l'algorithme de la Fed de Cleveland, qui est une des antennes régionales de la Fed. Regardez ce qu'elle nous annonce. Pour le PCE, qui est actuellement en version nominale à 2,6 et en version sous-jacente à 2,9, regardez ce que ça nous annonce. 2,10 dès le mois de février. 2,10. Tout est baissier, même le CPI dans les anticipations va tomber à 2,90. Alors que là, il est à 3,4. Ça fait quand même beaucoup d'indicateurs avancés qui nous disent que malgré la résilience de l'économie américaine, eh bien, et maintenant regardons plus en détail. L'inflation des services. Oui, c'est un risque, l'inflation des services. Je vous la montre, elle est là. L'inflation des services, c'est vrai, inquiète la Fed. Elle est à 5,5. On voit qu'historiquement, elle ne revient pas à 2, mais elle est entre 2,5 et 3. Donc c'est ça qu'attend la Fed. Là, elle est à 5,5. Si vous regardez Trueflation et que vous allez voir la composante des services, ça commence à décrocher. Et on est déjà à 4,2. Donc là, il y a un sujet intéressant, c'est que malgré la résilience des services aux États-Unis, et on a vu ça à travers les indices PMI, malgré cette résilience, et le PMI des services a récemment été actualisé aux États-Unis, et c'est vrai qu'il illustre cette vigueur de l'économie des États-Unis, et malgré ça, c'est pas inflationniste. Regarde, pas au stade actuel. Donc ça nous laisse envisager que la dimension service continue de reculer. Mais là, il y a quand même un vrai sujet. La dimension immobilière, elle, est à 6,2, mais en réalité, lorsqu'on regarde les tout derniers contrats de location qui sont faits, eh bien, elle est déjà entre 0 et 2. Par exemple, elle est à 1,60 pour les loyers. Donc ça va avec retard arriver dans les indices d'inflation. Alors, bon, très bien, donc où se situent les risques d'une seconde vague d'inflation? Alors, effectivement, attention, maintenant, il y a deux choses. Il y a
les faits exceptionnels ou les risques de rebond de l'inflation qu'on peut lister, que nous pouvons lister. Et puis, il y a les signes noirs qu'on ne peut pas lister. Du côté de ce que nous pouvons lister, il y a bien sûr le risque géopolitique, en particulier le facteur transport, avec tous les risques actuels au niveau du canal de Suez, à cause de l'affrontement militaire en mer Rouge, juste avant le canal de Suez, et n'oubliez pas aussi les difficultés actuelles autour du canal de Panama. Très bien. Donc il est vrai qu'il y a des retards de transport, il y a eu une augmentation des coûts de transport, mais là aussi, lorsque nous regardons un baromètre, moi, que je trouve intéressant, et que je vous montre souvent, qui est le Baltic Dry Index, alors qui est effectivement toujours dans l'anticipation de l'inflation aux États-Unis, eh bien, le Baltic Dry Index, qui est en bleu ici, il y a eu une poussée, effectivement, avec les événements en mer Rouge, mais là, ça retombe. Mais oui, c'est un risque dont il faut tenir compte, car ici, à l'époque, en 2020-2021, c'était vraiment l'envolée verticale du Baltic Dry Index, qui, je vous rappelle, mesure le coût du fret maritime par cargo, donc pour les matières premières, avait anticipé l'envolée de l'inflation, que j'ai mis ici sous la forme d'un histogramme. Donc oui, là, il y a un sujet. Maintenant, ce sujet des matières premières, moi, je ne m'inquiète pas. Je suis allé regarder du côté du prix des matières premières agricoles, elles sont toujours baissières. Le prix du pétrole, tant qu'il est sous 80 $, il est sous pression. Alors, il y a une inquiétude du côté de l'inflation des services, ça c'est un vrai sujet. Et effectivement, l'inflation des services, là, il faut continuer de surveiller ça, car ça pourrait vraiment empêcher la Fed de pivoter. Ça pourrait éventuellement aussi relancer le PCE. Et puis, vous avez donc le dernier rapport NFP qui a montré un rebond aux États-Unis de la croissance des salaires. Et ça, effectivement, c'est bien pour la consommation, mais il ne faut pas que ce soit inflationniste. Donc, ça, ce sont deux sources d'inquiétude que nous pouvons lister. Cette inflation des services qui, comme je vous l'ai montré, commence à reculer, mais qui se situe encore à un niveau élevé. Mais elle serait déjà à 4,2 en réalité, alors que l'indice officiel nous la situe à 5,3. Donc ça veut dire que bientôt dans l'indice officiel, elle va passer à 4,2. Sauf que, voilà, pour être vraiment rassuré, la ligne jaune, il faut vraiment être entre 2,5 et 3% en taux de croissance annuel pour cette inflation des services. Maintenant, regardez les matières premières agricoles. Elles sont toutes en baisse. Elles sont toutes en baisse, les matières premières agricoles. Tendance baissière du maïs. Tendance baissière de l'avoine. Tendance baissière du blé. Tendance baissière du soja. Il y a donc actuellement, du point de vue des matières premières agricoles, il n'y a pas de difficulté. Et ça, clairement, c'est des inflationnistes. Le prix du pétrole, lui, est toujours dans une phase de latérale, mais tant qu'il est sous les 80 $, il n'y a pas de signal bullish. Mais ça, il faut le surveiller de près. Et ça fait partie des risques. Cela fait partie des risques du fait des tensions géopolitiques. Donc, il y a un sujet. Pour moi, d'un point de vue des fondamentaux macroéconomiques de l'économie américaine et européenne, nous sommes en désinflation et nous irons à 2%. Les risques que nous pouvons lister, c'est bien sûr le fait géopolitique, c'est le risque sur le transport maritime, c'est la clé. Le transport maritime, la mondialisation repose sur les mers, soyons clairs. Ça repose sur les mers, les supertankers, les cargos, tout ce que vous voulez. Et maintenant, il y a les risques que nous ne pouvons pas lister, c'est-à-dire les signaux noirs. On ne peut pas les lister. Personne. Le signe noir, c'est vraiment dans tous les papiers qui essayent d'envisager où pourrait se situer un second risque d'inflation, bah voilà, c'est le facteur X inconnu. Bon, bah ça, forcément, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Mais au stade actuel, moi, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que la vigueur de l'économie américaine n'est pas inflationniste. Et qu'en plus, plus la Fed prend de temps avant de pivoter, plus la Fed maintient les taux élevés, avec cette histoire de maturité dont je vous ai parlé en début de vidéo, plus cela exercera une contrainte à la baisse sur les prix, via un contexte monétaire restrictif. Donc voilà, nous, de toute façon on fera les comptes en décembre, hein. Si l'inflation est à 5% en décembre, écoutez, je me serais planté, et puis voilà. Mais bon, au stade actuel, voilà, ce sont les observations ici que moi, je peux vous montrer. Alors le pivot de la Fed et son timing reste l'enjeu fondamental central du fait donc de la maturité de la dette globale. Là j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer ça nous vient d'isabelnet.com. Quels sont, selon la haute finance, les traders institutionnels
quels sont les plus gros drivers de la tendance du marché action, car c'est quand même ce qui nous intéresse le plus ici. Et donc les plus gros drivers, c'est la Fed devant les anticipations de bénéfices. Je vous ai fait la semaine dernière un Top Gun sur la valorisation où j'ai beaucoup traité ce sujet des anticipations de bénéfices. Au final, c'est la Fed d'abord. Donc c'est pour ça que ce sujet du pivot de la Fed qu'on surtraite, il faut le surtraiter parce que c'est la clé de la tendance de Wall Street. C'est la clé de la tendance de Wall Street. Donc, il faut bien garder à l'esprit que la tendance du marché action, c'est quand même ce qui nous intéresse. C'est d'abord et avant tout guidé par les anticipations de politique monétaire de la Fed. Le pivot de la Fed et les perspectives des bénéfices des entreprises sont les enjeux fondamentaux majeurs. La Fed souhaite pivoter quand sa confiance en la désinflation sous-jacente sera totale. Rappelez-vous, vous devez suivre l'indice des prix PCE en version sous-jacente, qui est actuellement à 2,9, mais qui est attendu par les indicateurs d'inflation avancés en tendance baissière. Au stade actuel, les membres du FOMC envisagent toujours 3 baisses de taux cette année sur les dot plots, mais 5 selon la haute finance. En termes de timing, un pivot le mercredi 20 mars prochain est maintenant improbable. Alors cela se joue entre les décisions monétaires du mercredi 1er mai et du mercredi 12 juin. Faire un pivot au-delà représenterait une menace sérieuse sur la croissance économique US du fait de la maturité des dettes. Voilà, chers amis, j'espère que cette démonstration vous a plu. Ah non, attendez, j'ai oublié l'analyse technique des indices chinois et européens. Retour à la vidéo. Il faut quand même que j'aille au bout des choses. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des indices US. Maintenant, pour la Chine, alors il y a eu énormément de mesures d'annonces de soutien de la part du gouvernement chinois pour stabiliser le marché chinois. Rappelez-vous, je vous avais parlé d'un super support. Regardez comme il est magnifique. Regardez ça. Regardez ça. Ce magnifique support de long terme. Vous savez, on n'est pas obligé de croire à l'analyse technique. Ce serait un peu stupide de mettre de côté les supports techniques de long terme. Regardez ce magnifique support qui nous vient de l'indice phare de la bourse de Shanghai. Il est quand même incroyable. Et on a un RSI mensuel qui est en train de ressortir par le haut de la zone de survente, comme ici. Moi, je dis, c'est le moment de payer de la Chine. Bon, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je pense qui est intéressant, à un moment où Wall Street est quand même complètement perché. Quant aux indices boursiers européens, écoutez, il y a un scénario qui me paraît... Vous savez que ce scénario, c'est pas le mien, mais je l'ai vu. Vous avez sous les yeux le contrat futur Eurostock 50, qui est le contrat d'indice boursier européen le plus tradé en Europe. C'est celui que trade la haute finance européenne. Et le DAX et le CAC 40 suivront toujours l'Eurostock 50. Le SMI fait sa propre life parce que la Suisse fait sa propre vie en Europe. Vous savez que si là, on a effectivement eu une cassure technique haussière, il y en a qui visent ça. Bon, là, il faudrait vraiment que l'Europe s'éloigne de la récession. Donc, restons prudents. Mais, pour l'instant, l'Eurostock 50, tant qu'il se maintient au-dessus de ces 4600 points, il est bullish. Si on repasse en dessous, ce sera une invalidation. Et ça, c'est le guide suprême pour l'ensemble des indices boursiers européens. Et voilà, cette fois-ci, j'achève. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, mettez-moi des petits likes si c'est le cas. Si ça ne vous a pas plu, mettez-moi quand même des petits likes. Et puis voilà. Allez, bonne semaine. Salut.